Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les difficultés de mobilité urbaine exaspèrent les populations résidant en Colmessen et Essos, les quartiers périphériques de la cité capitale, entre les travaux qui piétinent et le non-démarrage des travaux de réhabilitation. Ces populations dénoncent l'indifférence des pouvoirs publics dans la cité capitale, là où la poussière entraîne de nombreuses maladies et les axes routiers impraticables qui provoquent le désarroi de ces populations. Elles s'expriment en ouverture de ce journal. À 2 semaines de la clôture du dépôt des dossiers de candidature dans les examens officiels du sous-système éducatif anglophone, ils sont nombreux des candidats qui peinent à payer les frais d'examen, notamment ces élèves déplacés du fait de la crise anglophone dans la ville de Douala, au moment où le gouvernement se félicite de recevoir des dons chinois dans le cadre du plan d'assistance humanitaire pour les populations déplacées du fait de la crise dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, 2 régions en guerre depuis près de 2 ans. Nous en parlerons au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Dans la cité capitale, plusieurs routes sont impraticables, notamment à Essos, et les travaux de réhabilitation piétinent sur ces axes routiers au grand désarroi des usagers. La situation s'est aggravée en Colmessen, là où le démarrage des travaux est loin d'être effectif. Malgré les promesses du gouvernement faites il y a quelques mois, les populations expriment leur désarroi face aux difficultés de mobilité urbaine et la poussière qui entraîne de nombreuses maladies dans ces différents quartiers de la cité capitale. On voit tout cela dans ce grand reportage que signent Emmanuel Job et Marcelin Gansov. Il est 7 heures au quartier Colmessen, l'un des plus populeux de la capitale. Le soleil tarde à dévoiler ses premiers rayons, alors qu'une file interminable de véhicules et de motos nous accueille. Au menu de cette matinée, un nuage de poussière, servi comme petit déjeuner. C'est la triste réalité à laquelle les riverains et les usagers de cette route font face depuis des lustres. C'est que le tronçon qui va du carrefour du lycée bilingue d'Essos pour desservir Colmessen et bien d'autres quartiers de l'arrondissement de Yaoundé-5 est dans un état qui se passe de tout commentaire. C'est vraiment grave ici à Colmessen et depuis les années là, la poussière, ça ne nous laisse pas. On ne peut même pas respirer, on ne peut pas exposer nos marchandises et vendre à cause de la poussière. Mais les clients n'en ont pas parce que la route est vraiment gâtée. Nous sommes vraiment abandonnés à nous-mêmes par rapport à cette route-ci parce que la route ça bloque tout. Rien ne marche sur cette route. Nous on sort là le matin, nous sommes étouffés, la poussière, c'est grave, on ne sait pas. Ce qui tenait lieu de goudron il y a quelques années a cédé la place à des gigantesques crevasses et nids de poules. Ici, la poussière bat tous les records, atteignant par endroits jusqu'à 10 cm d'épaisseur. De quoi mettre KO certains véhicules qui patinent sur place. On nous a promis la route en novembre, ça devait être fait. Depuis novembre jusqu'ici, on n'attend rien à aménager, aucun engin, rien. Tout le tronçon de Colmessen jusqu'au dernier poteau, c'est inondé de poussière. Et les autorités passent là tous les jours avec des grosses voitures, avec des 7 clims dedans. Ils ne consomment pas cette poussière que vous voyez. Pour lutter contre cet ennemi commun, propagateur de toutes sortes de maladies, les populations se battent avec les moyens de bord. Ici, une eau de fortune venue d'ailleurs permet d'arroser. Mais pour combien de temps? Parce que là vraiment c'est très compliqué. Jour pour jour nous arrosons pour éviter les maladies. Mais les maladies ne cessent pas de nous abominer. S'il vous plaît, monsieur le président, aidez-nous. Quand on balaye, ce n'est pas suffisant. Quand on balaye là dans 30 minutes, là, c'est comme si on n'a rien fait. C'est comme ça décourage. On a le casque, c'est garder à la maison parce que la poussière encore dans ses étouffe. Tu ne peux plus respirer, il faut enlever. Pour les maisons d'habitation et établissements de commerce situés en bordure de route, c'est de la merde à boire au quotidien. C'était déjà difficile en saison des pluies. C'est quasiment invivable depuis le début de la saison sèche. L'état de délabrement de cette route a suscité une pétition qui a débouché en janvier 2019 à plusieurs descentes de la ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Un an après, les populations attendent toujours le bruit des engins annonçant un début imminent des travaux.
Reste à résoudre l'épineuse question du paiement des indemnisations et de la libération des emprises. Ça veut dire qu'on va dormir jusqu'à atteindre le niveau là. Non loin d'ici, au quartier Essos, un autre projet routier piétine. C'est la réhabilitation de la voie qui va de la mosquée Essos au carrefour du terminus Mimboman, en passant par l'église évangélique, soit une distance d'un peu plus d'1 kilomètre. Des travaux lancés depuis avril 2018, mais qui n'ont connu une réelle évolution qu'en septembre 2019, avec la libération effective et totale des réseaux ainsi que des emprises. Ce projet n'a également pas échappé aux sempiternelles lenteurs qui caractérisent le paiement des indemnisations au Cameroun. Les intempéries, la poussière, et vous voyez, il n'y a pas la circulation. Et en ce moment, c'est très pénible pour partir du terminus pour atteindre la mosquée d'Essos. C'est très difficile. Heureusement, Mme Cortez a eu une bonne réflexion. Elle a créé un passage pour pouvoir atteindre la mobile Essos. Bon, et c'est par là que tous les usagers passent aujourd'hui. Heureusement, les travaux qui piétinaient depuis plus d'1 an ont atteint leur vitesse de croisière ces dernières semaines, avec le début de la pose des pavés là où c'est nécessaire et le début imminent de la pose de la couche de base. Les populations et les usagers retiennent leur souffle dans l'attente de l'achèvement de ces travaux qui n'ont que trop duré. L'attente est vraiment longue. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les travaux sont là comme vous le constatez vous-même. Nous espérons que d'ici la fin de cette année, cette route sera achevée. C'est l'espoir des habitants de Essos, marché d'Essos et terminus. Que ce soit à Essos, à Colmesen ou ailleurs dans la capitale, les réhabilitations envisagées visent à faciliter la mobilité urbaine dans une ville de Yaoundé dont l'état de certaines voiries laisse à désirer. Malheureusement, les chantiers lancés ça et là connaissent des fortunes diverses avec des évolutions à plusieurs vitesses. À Colmesen comme ici à Essos, c'est quasiment la même rengaine. Les populations s'impatientent de plus en plus de voir enfin le goudron passer. Les retards accusés ça et là peuvent s'expliquer sans pour autant apaiser les cœurs. Ici Emmanuel Diop, Marcelin Gansop, Equinox Télévision. La professionnalisation des enseignements est confrontée à une insuffisance criarde du matériel technique dans l'esthétique, illustration en djembé où certains élèves inscrits dans des séries techniques ont du mal à mettre en pratique les connaissances acquises en classe et pour cause, ils n'ont aucun matériel pour expérimenter les formations et les connaissances qu'ils ont acquises depuis le début de l'année scolaire 2019-2020. C'est le constat que font Jacques Molon et Kate Diarra dans ce reportage. Il ne faut surtout pas se fier aux apparences, car si de l'extérieur on aperçoit de jolis bâtiments qui respirent l'entretien bien fait, il suffit de franchir le pas de la porte pour se retrouver face à une autre image. Des salles de classe archaïques, séparées les unes des autres par des cloisons en contreplaqué, inefficaces quand il s'agit de filtrer le son. Et petite cerise sur le gâteau, une absence honteuse de matériel et d'atelier pourtant indispensable pour un établissement d'enseignement technique qui compte au total 6 filières. Nous n'avons pas le matériel et nous n'avons pas la salle d'atelier. Et que lorsqu'on fait TP, nous n'avons pas le matériel qui est bien pour faire le câblage. Et lorsqu'on fait, ça crée des coups-circuits parfois. Et on ne teste pas. Et ça nous pénalise aussi parce qu'au cap, on va tester une maquette. Nous avons un problème des tables banques. Quand nous voulons travailler, la table est très petite. Et la salle de classe aussi est petite. Nous sommes 2 par banc. On est obligé de plier la feuille. Pour travailler, tu tournes la feuille par-ci par-là. Et nous aussi, nous avons besoin des papiers de coupe pour travailler. Puisque quand nous voulons travailler, nous sommes obligés d'aller au quartier acheter les papiers de coupe. Le seul atelier que nous avons, qui est ici, l'atelier de maçonnerie, a même encore des classes cloisonnées. À ce chapelet de difficultés, il faut mentionner un problème d'effectif. Le CETIC de Djembé compte plus de 600 élèves. Au-delà même de l'effectif, il y a le fait que nos apprenants vont composer au lycée technique de Loum. Beaucoup se retrouvent au lycée technique de Mbanga. Et cette année même, pour les pratiques, ils iront en Konsamba. Voyez-vous les risques? Au-delà des risques là, il y a même sur le plan social, il y a plusieurs là qui ne savent même pas où dormir. Malgré ces difficultés, les enfants consciencieux et déterminés à réussir font avec la réalité. Il faut préciser que si le CETIC réussit malgré tout à tenir, c'est surtout grâce aux efforts des parents qui se sont mis ensemble pour lui donner vie après sa création. Quand vous regardez le CETIC, les bâtiments qui sont plantés, c'est les efforts des parents.
Nous en avons environ presque 7 salles de classe qui ne couvrent pas l'envie des élèves que nous en avons parce qu'on a un effectif presque pléthorique de 600 environ. Pour le corps administratif également, c'est pas tous les jours facile. Ça n'a pas été du tout facile. J'ai trouvé un établissement où il y avait beaucoup de problèmes au départ. Il y avait une crise de confiance entre l'administration et les élèves, l'administration et l'APE, l'administration et les parents. J'ai trouvé un établissement agonisant. Professionnalisation des enseignements, école moderne, école pour tous. Il s'agit là de quelques concepts chers au gouvernement camerounais qui multiplie les campagnes pour en parler. Pendant ce temps, au CETIC de Ndjombe, les élèves vivent une autre réalité. Il serait peut-être temps que le gouvernement prenne des mesures nécessaires à relever ce CETIC et pourquoi pas à le transformer en lycée. Dans ce chapitre éducation, des inquiétudes se dessinent sur le visage de certains élèves déplacés du fait de la crise anglophone et candidats aux examens officiels du sous-système éducatif anglophone. À 2 semaines de la clôture du dépôt des dossiers, ils ont du mal à payer les frais d'examen et les chefs d'établissement sont embarrassés devant ces cas qui se multiplient, notamment à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Reportage, Robert Mokobe et Donald Brice Kamgan. À la queue leu devant les bureaux administratifs du collège d'enseignement secondaire N7 à Bonabéry dans le 4e arrondissement de Douala. Les candidats au General Certificate Education pressent le pas. Plus que quelques jours et les inscriptions à ces examens officiels du sous-système éducatif anglophone seront closes. Si près de 500 candidats sont inscrits ici, on est toujours loin du compte alors que les délais se resserrent. Les déplacés internes de la crise anglophone n'arrivent pas à s'acquitter des frais d'inscription aux examens, leurs parents ayant été ruinés dans les tensions dans le nord-ouest et le sud-ouest. So sometimes what we do is that we have extended some time for those who are paying their fees. Ce que nous faisons, c'est que nous prolongeons un peu les délais et leur permettons de payer d'abord leurs frais d'inscription aux différents examens. Ensuite, ils payent les frais de scolarité. Beaucoup n'ont pas aussi où loger. Pour ces cas-là, l'établissement a prévu quelques facilités pour les aider dans ce sens. Dans les établissements publics, l'administration scolaire met un point d'honneur sur les mesures de clémence édictées par le ministère des enseignements secondaires. Reste que les démunis sont à la traîne. C'est la solidarité qui entre dans en jeu, comme ici au lycée bilingue de Bonassama, où l'on signale 95% d'inscrits au GCI à ce jour. Nous mettons la main par motivation philanthropique dans la poche pour les aider. Moi, par exemple, j'ai eu à aider un de ces enfants des déplacés internes parce que l'argent qu'il avait ne suffisait pas. Il y a d'autres collègues aussi qui ont fait la même chose que je sais, peut-être à 4 ou 5 élèves comme ça. Mais en dehors de ceux-là, les autres n'ont pas de problème financier. Ils se sont inscrits normalement. À côté des difficultés financières, de nombreux déplacés internes devant se présenter aux examens officiels ont perdu leurs pièces personnelles dans la crise anglophone. Il manque beaucoup de documents. Les actes de naissance, les GC All Level Resource Slip pour ceux qui doivent composer le Advanced Level. Parce qu'il faut avoir votre GC All Level pour te présenter, mais ces documents ne sont pas là. Donc ça pose les problèmes. Débuté en novembre 2019, les inscriptions au GCE, Ordinary et Advanced Level s'achèvent le 15 janvier prochain. À une semaine de l'échéance, de nombreux déplacés indigents se cherchent toujours. L'horloge tourne. À la faveur de la rentrée du 2e trimestre, le ministre des Enseignements secondaires a mis l'accent sur l'état physique des lycées à Yaoundé. Pauline Nalova-Lyonga a évalué la stratégie d'encadrement des élèves mise en œuvre pour ce trimestre déterminant pour l'année scolaire 2019-2020. Des précisions avec Emmanuel Diop et Guy Zogo. L'école normale bilingue des instituteurs de l'enseignement général de Loncac et le lycée bilingue de Mana sont les 4 établissements que vient de visiter la ministre des enseignements secondaires à Yaoundé
pour la rentrée du deuxième trimestre. D'emblée, la ministre des Enseignements secondaires insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement de visiter ces établissements. It's not just visiting the schools, but it's actually interviewing them and also looking at their achievements so far. The second term is quite important for us because we have to make sure that what they have been doing can be carried forward. Now, a lot of them have done very good work. Les préoccupations sont aussi relatives à l'aspect physique des établissements qui doivent être attractifs, rappelle Pauline Nalova-Lyonga. The fact of having a clean school in terms of morals, in terms of the physical aspects of the school, they are trying their best, but I think the biggest problem that we have is the use of space in most of the institutions. En ce sens, la ministre des Enseignements secondaires rappelle qu'il doit être tenu compte du relief dans le processus d'implantation des établissements à Yaoundé notamment. Yaoundé is a city of valleys and hills. The space did not call you to come and build a school. You chose that space, and therefore when you choose the space, you must have an expert who advises you as to where to put a particular building, so that the buildings are not put on the space haphazardly. That is the main problem that we have. La leçon de géographie est-elle passée? Il suffira d'aller scruter au sein des établissements pour le savoir. L'annonce de la gratuité de la prise en charge des patients atteints du VIH-Sida laisse apparaître encore des zones d'ombre. Selon les médecins des associations de lutte contre cette pandémie, il y a des manquements et des probables dysfonctionnements dans la mise en route de cette mesure gouvernementale. Et d'aucuns croient savoir qu'il faut interroger les stocks des ARV qui pourraient être insuffisants à l'heure où nous parlons. Un avis que ne partage pas la coordination régionale de lutte contre le sida pour le littoral, là où on estime que la gratuité est effective et des mesures sont en train d'être prises pour annoncer les mécanismes de gratuité de la prise en charge des patients atteints du VIH-Sida. Évocation avec Mitterrand Dame et Nadine Yambou. L'annonce de la gratuité de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida au Cameroun suscite une vive polémique. Des spécialistes de la santé impliqués dans le suivi permanent des malades dénoncent le flou qui entoure l'élargissement de l'assiette des soins offerts aux patients, tel qu'annoncé par le gouvernement. Dans les textes du ministre, il dit que dans les services publics, les consultations sont gratuites et certaines analyses, les CD4 et la charge virale, qui doivent permettre de connaître l'efficacité du traitement. Mais il y a d'autres examens. Ce ne sont pas que ces deux examens-là qu'on prescrit aux patients, parce qu'il faut voir comment leur rein fonctionne, il faut voir comment leur foie fonctionne, il faut voir en fonction de certaines maladies qu'ils peuvent développer. Donc il y a un suivi. Quand un patient est en échec thérapeutique et qu'on fasse une charge virale, on va faire le génotypage. Et le génotypage au centre Pasteur coûte plus de 100 000. Bien plus, le docteur Melo indique que depuis 3 mois déjà, des réactifs permettant de vérifier le taux de charge virale pourtant contenu dans l'arrêté du ministre sont en rupture dans certains centres agréés. Depuis octobre, où on devait faire les charges virales, ni au centre Pasteur, ni dans certaines formations, on ne fait la charge virale parce qu'il n'y a pas de réactifs. On vient de fournir les réactifs et maintenant quand on envoie les patients pour faire leur charge virale, on dit non, attendez, parce qu'il y a plus de 6 000 patients qui attendent les résultats. Et des fois, les résultats durent 2-3 mois et on ne sait pas, et l'état du patient s'aggrave. Cette rupture constante des kits entrant dans la prise en charge a de graves répercussions sur la santé des patients, déjà confrontés au quotidien à d'énormes difficultés. Parfois, il y a certains médicaments qui ne sont pas livrés et on est obligé de changer le protocole aux patients. Et ça, psychologiquement, ils sont embêtés. Le deuxième problème, c'est qu'il y a des patients qui sont sous traitement depuis plus de 20 ans, qui sont sous échec thérapeutique et il faut de nouvelles molécules. On a pu avoir des deuxièmes lignes et maintenant les troisièmes lignes ne sont pas aussi disponibles que nécessaire.
Donc il y a beaucoup de patients qui sont en échec thérapeutique et il faut même des examens pour confirmer cet échec thérapeutique, des examens comme les génotypages pour savoir quel type d'examen de médicaments est efficace et les gens n'ont pas les moyens pour ça. Joint au téléphone, les responsables du comité régional de lutte contre le VIH-Sida dans le littoral soutiennent que le texte du ministre est clair au sujet de cette gratuité. Une campagne de sensibilisation en vue de communiquer les modalités ainsi que les examens y afférents est annoncée dans les prochains jours. Selon le Fonds mondial des Nations Unies pour le sida, 540 000 personnes vivent avec cette maladie au Cameroun. L'organisation internationale note tout de même une régression de cette pandémie de 19% entre 2010 et 2018. La prévalence actuelle est de 3%. Parlons à présent du plan d'assistance humanitaire pour les populations dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. Le ministre de l'administration territoriale avait tensé certaines organisations humanitaires, accusées selon lui d'être en complicité avec des groupes armés séparatistes. Aujourd'hui, le ministre de l'administration territoriale appelle plutôt ces organisations à collaborer avec l'autorité administrative lorsqu'elles ont des actions humanitaires à mener sur le terrain. Paul Atangandi était à Douala pour faire le point sur un don chinois destiné à ces populations victimes des affres de la guerre contre les séparatistes dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. D'autres détails avec Sylvestre Hippolyte Zangao. Ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi, invite les organisations qui accompagnent l'action humanitaire du gouvernement dans les régions en crise au Cameroun à privilégier la collaboration avec les autorités dans leurs différentes initiatives sur le terrain. Une sortie qui intervient quelques semaines après la filmation de Paul Atangandi de la trouvaille d'armes et de munitions dans un véhicule appartenant à une ONG dans le sud-ouest. Je voudrais appeler nos amis partenaires, que ce soit le Programme alimentaire mondial, le HCR, la coordinatrice des systèmes des Nations Unies et tous les autres partenaires qui interviennent dans les activités humanitaires dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, de l'est à l'extrême nord, de faire confiance au gouvernement et de faire confiance aux autorités administratives. Ils n'ont rien à cacher, ne devraient rien avoir à cacher. Ils doivent travailler avec ces autorités qui les encadrent et qui vont les encadrer. Le ministre de l'administration territoriale était en visite à Douala pour faire le point sur la quantité et la qualité de matériel offert par la Chine pour l'assistance aux personnes sinistrées dans les régions anglophones. C'est le gros plan sur les autres équipements, dont les ambulances, les voitures d'intervention, les appareils de radiologie, les kits chirurgicaux et autres. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui pour faire une évaluation de ce matériel qui va bientôt être déployé sur le terrain. Il y a des tentes même qui vont être les tentes qui peuvent facilement prendre 6 à 7 personnes. C'est des maisons toutes faites. Sur la tenue des élections à venir dans le nord-ouest et le sud-ouest, Paul Atangandi, sans être plus explicite sur la sécurisation de ces régions lors de ce double scrutin, évoque les mesures prises pour l'encadrement des forces de défense qui seront déployées sur le terrain. Nos forces de défense et de sécurité vont bientôt être déployées sur le terrain pour l'encadrement des élections. Donc il y a des équipements qui seront nécessaires pour l'encadrement des forces de défense et de sécurité. Et voilà pourquoi il était utile pour nous de venir visiter et regarder, contrôler ce matériel avant qu'il ne soit déployé sur le terrain. Jusqu'ici, aucun bilan du déploiement du plan d'urgence d'assistance humanitaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest n'est fait. La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État du Cameroun est prévue demain, jeudi, au Palais de l'Unité à Yaoundé, entre 11h30 et 13h. C'est la présentation des vœux du corps diplomatique au président de la République du Cameroun, Paul Biya. Et durant l'après-midi, les corps constitués nationaux présenteront également leurs vœux au chef de l'État du Cameroun. À l'approche des élections législatives et municipales, où sont passées les listes définitives des candidats à ces élections, et les CAM n'a pas encore la réponse, attendant que le contentieux préélectoral soit vidé dans les juridictions compétentes. Pendant ce temps, les organisations régionales, notamment la CEAC, ont tenu à sensibiliser les agents de l'ECAM sur l'attitude adoptée pour améliorer la transparence, la crédibilité de l'organisation des élections au Cameroun. D'autres précisions avec Guy Zogo.
Sans avoir publié les listes définitives des candidats aux municipales et législatives à exactement un mois du double scrutin municipal et législatif du 9 février prochain, Elekam affirme néanmoins être dans la bonne voie. Son directeur général des élections l'a indiqué à l'occasion de l'ouverture de l'atelier de formation des agents d'Elekam sur les opérations électorales par la Commission économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Nous sommes très avancés puisque les listes électorales, n'est-ce pas, sont publiées depuis le 30 décembre pour la liste annuelle et qui doit justement être celle du scrutin. Plus précis, le patron des élections à Elekam indique qu'en dehors de l'impression des bulletins, les cartes électorales sont aussi distribuées. Nous sommes en train de commencer la distribution des cartes pour l'année qui vient de s'achever. Loin de se contenter de ces assurances de l'ECAM, la CEAC rappelle l'impératif d'outiller davantage les acteurs du processus électoral au Cameroun. En Afrique centrale, nous avons vu que la qualité de l'organisation des élections garantit la paix et la stabilité de nos États. C'est pour cela que nous sommes présents et que nous voulons contribuer à la formation de l'ECAM dans ce processus des élections qui vont se dérouler dans quelques semaines. Adhère aussi l'ECAM tout en pronostiquant déjà qu'elle tient le bon bout pour les scrutins du 9 février prochain. Nous sommes vraiment à pied d'œuvre. Je pense que les choses sont en train d'avancer de façon normale pour que le 9 février nous serons largement prêts. Il reste certainement encore des étapes à franchir. Dans l'escale internationale, l'université de Kinshasa a fermé ses portes après le lynchage d'un policier lors des manifestations estudiantines intervenues mardi. Le pays qui connaît la pire épidémie de rougeole au monde. Et pendant ce temps, un attentat a fait au moins 4 morts en Somalie. On voit tout cela dans la mouture internationale que signe Michel Ngachou. Des manifestations estudiantines contre les hausses des frais d'études à Kinshasa ont conduit ce mardi à la mort d'un officier de police, annoncent les autorités et la police qui viennent de suspendre les cours dans le campus, selon les déclarations du général Silvano Kasongo, chef de la police de Kinshasa, et 2 autres personnes qui ont été admises aux soins intensifs. Une situation qui oblige le ministre de l'Enseignement supérieur, Thomas Louaka, qui au-delà de la suspension des cours dans le campus, il a demandé dans un communiqué que l'arrestation des auteurs de ces forfaits se fasse afin qu'ils subissent avec fermeté la rigueur de la loi. Toutes les activités au sein de l'université de Kinshasa sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. 2. Obligation est faite à tous les occupants des homes, résidences estudiantines de l'université de Kinshasa d'évacuer volontairement les lieux en délai 48 heures à partir de ce jour. Passé ce délai, recours sera fait aux forces de l'ordre. 3. En vue de permettre une réinstallation rapide dans les homes des seuls étudiants réguliers, il sera procédé à une opération d'identification. 11 personnes ont été interpellées, dont 5 étudiants, et un bilan, selon la police, reste de 9 blessés. En RDC, une épidémie de rougeole fait rage et frappe le pays, la pire jamais enregistrée. C'est selon l'Organisation mondiale de la santé qui, dans un communiqué rendu public mardi, a estimé que l'épidémie qui sévit la République démocratique du Congo est la pire au monde. Selon ce même organisme onusien, il faudrait 40 millions de dollars supplémentaires pour faire face à cette épidémie qui a déjà tué 6 000 personnes en une année, malgré les 27,6 millions de dollars américains mobilisés pour un plan de réponse de 6 mois visant à étendre la vaccination aux enfants âgés de 6 à 14 ans. L'OMS révèle que 18 millions d'enfants de moins de 5 ans ont été victimes à travers le pays et environ 310 000 cas suspects de rougeole ont été modifiés. Au moins 4 personnes ont été tuées et plus de 10 blessés mercredi dans un attentat revendiqué par les islamistes Shebab à Mogadiscio, où une voiture piégée a explosé à proximité du Parlement, a annoncé la police somalienne. Selon les déclarations d'un policier rapportées par l'AFP, la charge était à bord d'un véhicule
A-t-il déclaré, les forces de sécurité pensent que parce qu'il n'arrivait pas à passer le barrage routier, le kamikaze l'a fait exploser. Et il renchérira encore en déclarant qu'il y avait d'autres véhicules dans la file qui attendaient le contrôle de sécurité au barrage lorsque l'explosion a eu lieu. Ajoute cette même source. Les informations initiales dont nous disposons indiquent que 4 personnes ont été tuées et plus de 10 autres blessés. Les islamistes Shebab, affiliés à Al-Qaïda et qui ont mené récemment plusieurs attaques, notamment dimanche contre une base américano-kenyane au Kenya, voisin de la Somalie, ont revendiqué l'attentat. Toujours selon l'AFP, les Shebab mènent régulièrement les attaques à la voiture piégée à Mogadiscio. Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et les 20 000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Examen scolaire, la session de juin 2020. Les déplacés internes installés dans le 4e arrondissement de Douala ont de la peine à régler les frais d'examen. Vous l'avez suivi dans le journal de 20h, dans plusieurs établissements scolaires, que ce soit des lycées ou des collèges. Ces élèves, d'abord, n'ont pas toutes les pièces d'identité et les pièces exigibles pour pouvoir s'inscrire à ces examens de fin d'année du sous-système éducatif anglophone. Et leurs parents manquent de moyens financiers pour payer à la fois la pension scolaire et les frais d'examen y afférents. Les chefs d'établissement, face à ce casse-tête, essayent d'aménager les délais, rallonger les délais pour ces élèves déplacés du fait de la crise anglophone. Et cela risque d'avoir un impact sur leur capacité à pouvoir affronter les épreuves durant les examens officiels du sous-système éducatif anglophone. Paula Tangandi, ministre de l'administration territoriale, appelle les ONG à collaborer avec les autorités. Après un ton menaçant, vous avez suivi le ministre qui a adouci ses propos. Parlant des organisations des Nations Unies, le programme alimentaire mondial, la coordinatrice du système des Nations Unies au Cameroun, les appelant à collaborer avec les autorités avant les descentes sur le terrain, notamment à travers les convois humanitaires observés dans les régions du nord-ouest et sud-ouest. En clair, le gouvernement veut contrôler cette assistance humanitaire venant des Nations Unies et destinée aux populations déplacées du fait de la crise anglophone. Dans un premier temps, ils avaient contesté, le gouvernement, les chiffres avancés par les Nations Unies. La réaction ne s'est pas fait attendre. L'ONU qui a fait savoir que ces chiffres sont loin d'être des fake news, mais c'est une réalité à travers une crise humanitaire observée dans plusieurs régions du Cameroun, notamment celle du nord-ouest et du sud-ouest. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel. L'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain 20h. Rendez-vous demain 20h. Madame, monsieur, dans un instant, la suite. Equinox Soir.